Donc, Yaorana tout le monde, bonjour à tous. Je me présente donc Amandine Foata, coordinatrice pour les agences Voyage Synergia, soit Voyage Aquaterra, Vacances Michel Demers et Voyage Michel Barrette. Donc, merci d'être avec nous pour ce vendredi midi voyage aujourd'hui, le 9 juillet 2021. Donc, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Marie-Ève Bédard de Tour Chantecler qui va nous faire un petit peu voyager en Polynésie française. Donc, pour les questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à écrire toutes vos questions dans l'outil de questions au fur et à mesure que la présentation avance. Comme ça, quand le moment sera venu à la fin de la présentation, on va pouvoir y répondre ensemble avec Marie-Ève. Donc, je vous souhaite une bonne présentation à tous et je cède la parole à Marie-Ève. Bonjour à tous, merci d'être présents en ce vendredi midi, plein mois de juillet, donc 9 juillet, pour cette présentation sur la Polynésie française, une destination qui est chère à mon cœur. J'ai eu la chance d'y aller 2 fois dans ma vie. J'espère y retourner une troisième fois incessamment sous peu, si je pourrais dire. Puis aujourd'hui, je veux vraiment vous faire découvrir la Polynésie, pas simplement comme destination paradisiaque par rapport à ses plages ou ses paysages, mais également pour toutes les autres raisons de se rendre en Polynésie française, parce qu'il y a vraiment mille et une raisons pour découvrir cette destination. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de nous entendre parler, Amandine et moi, mais je pense que déjà vous pouviez comprendre la passion qu'on avait chacune aussi pour cette destination. Donc, sans plus tarder, on va commencer un peu par situer la Polynésie française, parce que la Polynésie française, c'est une destination qui est en plein cœur de l'océan Pacifique. Comme vous voyez ici, de Montréal, c'est un vol en moyenne de 14 heures. Mais je vous le dis, on fait un Montréal-Los Angeles, on s'arrête à Los Angeles, quelques heures, on reprend un vol Los Angeles-Papette. Et il y a beaucoup de gens aussi qui vont décider de passer 2 jours à Los Angeles pour découvrir la ville, puis pour avoir une petite coupure. Ou sinon, comme je vous dis, les gens peuvent faire Montréal-Los Angeles, attendre quelques heures et reprendre leur vol. Je vous le dis, dès que vous commencez à survoler vraiment la destination et que vous voyez ces îlots-là sortir du Pacifique avec des lagons absolument extraordinaires, des couleurs éclatantes, une eau limpide, on oublie toutes les heures qu'on vient de passer en vol. De toute façon, ce sont des avions aussi qui sont très confortables. Donc, quand on regarde la Polynésie française, comme je vous disais, on est en plein cœur de l'océan Pacifique. La Polynésie, elle est dispersée sur une superficie d'environ 4167 km², où on retrouve 118 îles à travers ces 4167 km²-là. On retrouve réellement 4 grands archipels: l'archipel des îles de la Société, celle des îles Tuamotu, celle des îles Gambier et celle des îles Marquises. Et il y a une cinquième aussi qu'on oublie souvent, c'est celle des Australes. Je vais m'attarder dans quelques minutes vraiment plus sur l'archipel des îles de la Société ainsi que celui des îles Tuamotu, parce que ce sont les archipels qui sont les plus recherchés par les voyageurs lorsqu'ils se rendent en Polynésie française, où on retrouve également aussi une infrastructure touristique développée. Parce que sur les autres îles, comme sur les îles Marquises, qui sont absolument magnifiques, et aussi on retrouve très peu d'infrastructures touristiques. Donc, c'est un peu plus difficile de se rendre sur ces destinations, mais qui sont quand même, on peut les visiter. Donc, dans quelques instants, je vais vous présenter les différences entre ces deux archipels et les îles aussi les plus recherchées. Je vais vraiment vous présenter donc les raisons pour commencer de se rendre en Polynésie. Deuxièmement, également aussi, donc, de vous présenter les grandes lignes de chacune de ces îles, pourquoi y aller et quels sont les attraits. Et troisièmement, les différentes façons de découvrir cette destination, parce qu'il y a de nombreuses façons avec lesquelles on peut découvrir la Polynésie, que ce soit en catamaran, en croisière, en bateau-cargo et également aussi, bien sûr, les hébergements, les différents types d'hébergements, parce qu'il y en a une grande variété. Donc, comme je vous disais, donc, tant de raisons pour visiter la Polynésie, pas uniquement que pour ses plages, ni pour ses paysages, il y a bien d'autres raisons. Pour vous donner un petit peu un avant-goût de la destination, je vais vous présenter ici une courte vidéo qui va prendre un petit instant à démarrer. Ça ne sera pas très long.
ici. Et je vous reviens tout de suite après la vidéo. Imaginez un endroit au monde où vous pouvez vous sentir protégé et renouer avec la nature. Vos proches et tous vos sens. Retrouvez votre âme d'explorateur et votre liberté. Un endroit où vous pouvez ressentir cette énergie qui nous entoure, que nous appelons mana. Renouer avec l'essentiel à Tahiti et ses îles. Donc voilà, est-ce que vous me revoyez? Je veux juste m'assurer que tout le monde me voit. Oui, tout va bien. On te Parfait, voit. c'est Bienvenue de bon. la présentation. Parfait, merci beaucoup Amandine. Donc, j'espère que ça vous a donné cette courte vidéo un peu l'ambiance de la Polynésie, ça vous a mis dans le bain. Est-ce que vous avez entendu l'accent du Polynésien qui présente la destination? Cet accent-là charmant, on le retrouve vraiment partout en Polynésie. Puis une des grands avantages de cette destination, c'est de ne pas avoir de barrière de langue. Ils parlent le français comme première langue et bien entendu par le polynésien aussi, mais vraiment pas de barrière de langue et c'est vraiment un accent qui est totalement charmant par rapport, je suis revenue, par rapport à cette destination et à ce peuple. Puis, selon aussi vos attentes, c'est sûr qu'il y a d'innombrables vraiment opportunités de découvrir la Polynésie française, que ce soit en durée, que ce soit en attraits, différents attraits que l'on peut faire. Est-ce que vous êtes des passionnés de plongée? Est-ce que vous êtes des passionnés de culture? Il y a vraiment de tout en Polynésie et je vais vous présenter ça d'ici les prochaines minutes. Premièrement, du côté de l'histoire. L'histoire en Polynésie, il ne faut pas oublier une chose, c'est un peuple, selon les anthropologues, depuis les dernières années, on estime que les populations sont parties en canot à partir de l'Asie du Sud-Est pour se rendre dans les destinations telles que les îles Fidji, Hawaï, la Polynésie française également. Et ce serait donc, ils proviendraient tous de la même population de base, mais se sont dirigés sur différentes îles. Donc, ils ont une culture qui est très riche et qui est toujours présente et qui revient aussi en force, je vous dirais, depuis les années 50 en Polynésie française, puisque longtemps, malheureusement, la religion a essayé de museler cette culture-là, mais ils la retrouvent tranquillement et ils se font un plaisir de la partager avec les visiteurs et d'en discuter. Et sur certaines îles, ici, on voit un marais que l'on retrouve sur l'île principale de Tahiti, mais on va avoir des sites archéologiques sur différentes îles, comme Moorea, comme Tahiti, également aussi sur Wainé, que je vais vous présenter dans les prochaines minutes. Donc, il y a un côté culturel très fort que l'on peut découvrir, des sites archéologiques, également aussi une richesse au niveau des différentes traditions. Les Polynésiens, à chaque année, se font un devoir d'organiser des événements qui se passent à travers les différentes îles, que ce soit des compétitions de danse, des compétitions de chant, des compétitions de tatouage, vraiment d'artisanats locaux. Donc, comme vous voyez ici à l'écran, la danse fait partie vraiment de leur culture et on voit quand même une ressemblance avec les habits traditionnels du peuple hawaïen, du peuple fidjien également aussi, de la Nouvelle-Calédonie. Ce sont des éléments que l'on retrouve qui se ressemblent beaucoup.
Comme je vous disais aussi, l'artisanat fait partie de leur tradition. Donc, on retrouve toutes sortes d'objets tressés avec des feuilles de bananier, mais avec toutes sortes d'autres objets. Les fleurs aussi. Les fleurs font vraiment partie de leur quotidien. De toute façon, quand on va en Polynésie française, je veux dire, des arbres avec des fleurs, que ce soit des bougainvilliers ou la fleur nationale, la fleur de tiare, avec laquelle on fait du monoï. On en retrouve partout. Il y a une odeur suave vraiment sur chacune des îles de la Polynésie. Et les femmes transmettent cet art-là de mère en fille, de grand-mère en fille, d'apprendre la confection des couronnes de fleurs, des bracelets de fleurs, tout ça. Et dans chacune des festivités, comme je vous disais, on retrouve ces magnifiques couronnes de fleurs, ces bracelets, tout ça. Il y a vraiment des fleurs partout. Le mana, donc cette énergie-là qu'on retrouve partout, on en parlait tout à l'heure, Amandine et moi, vraiment, il y a une énergie lorsqu'on arrive en Polynésie française. On a l'impression d'être réellement au paradis et on perd toute notion d'heure et de jour lorsqu'on se retrouve en Polynésie. Et aussi le tatouage. Le tatouage est très important en Polynésie. Pour eux, vraiment, les Polynésiens qui se font tatouer, c'est vraiment l'histoire de leur famille qui se font tatouer sur leur corps. Donc, n'hésitez pas à aller les voir. Moi, lors de mon dernier voyage en Polynésie, j'ai rencontré un monsieur, il était carrément tatoué de la tête jusqu'aux pieds. Et là, on s'est approché, on a commencé à lui poser des questions et il s'est fait un plaisir vraiment d'expliquer quelles étaient les significations de ces différents parties de tatouage qu'il y avait sur le corps. Donc, puis, il nous a laissé le prendre en photo. Vraiment, pour eux, c'est vraiment très important. Puis, ce genre de tatouage, on va les retrouver un peu plus, je vous dirais, au niveau de la population des îles Marquises. Puis, des rencontres authentiques. Vraiment, les Polynésiens, c'est un peuple extrêmement chaleureux. J'ai eu la chance dans ma vie, ça fait plus de 20 ans que je travaille dans l'industrie du tourisme. Ma passion, c'est le voyage. J'ai toujours mis tous mes sous pour voyager. Donc, j'ai eu le grand privilège de mettre le pied sur pratiquement tous les continents à mon âge. Rencontrer beaucoup de populations de partout dans le monde. Et je vous dirais que les Polynésiens, c'est vraiment le peuple avec lequel j'ai eu la plus grande connexion. Oui, un peu aussi avec la barrière de langue qui n'est pas là, mais c'est vraiment des gens qui sont, oui, très authentiques, très chaleureux, ils sont très accueillants. Puis, ils se font vraiment, là, on a besoin d'aide, ils vont être là pour nous aider, ils ne demandent rien en retour. C'est vraiment un peuple absolument extraordinaire. Puis c'est la destination la plus romantique. On dira ce qu'on voudra, mais quand même, c'est vraiment la destination la plus romantique. Donc, la majorité des gens qui veulent faire un voyage d'une vie, je leur dis souvent, pour souligner un événement, ben, aller en Polynésie. Que ce soit pour un anniversaire de mariage, un renouvellement de vœux, un mariage à destination aussi, je vais vous en parler un peu plus tard, c'est toutes des possibilités, mais aussi des fois, simplement souligner un événement qui s'est passé, puis OK, là, on veut se payer vraiment un voyage d'une vie. La Polynésie, là, c'est vraiment l'endroit pour se retrouver, puis profiter de tous les moments lorsqu'on est à destination. Les spas aussi sont reconnus en Polynésie française. Comme je vous parlais tout à l'heure de l'huile de monoï, donc qui provient de la fleur tiare, T-I-A-R-E, accent aigu. C'est une odeur qui est absolument extraordinaire. On en trouve très peu ici au Québec. Puis souvent, elle n'est pas aussi pure que celle qu'on retrouve en Polynésie française. Mais vraiment, ils ont vraiment fait une déclinaison de différentes huiles et de différents types de massages que l'on peut retrouver dans la majorité des grands hôtels de la Polynésie, que ce soit des hôtels même 3 étoiles, 3, 4, 5 étoiles. On retrouve souvent un spa, puis à ce moment-là, avec des massages typiquement polynésiens, avec des pierres chaudes, des techniques quand même assez particulières. Je pense entre autres à des massages là, où la personne embarque carrément sur nous là, avec ses pieds, tout ça, comme on peut retrouver un petit peu en Asie aussi. Là, mais vraiment, quand on va en Polynésie, il faut au moins se payer un massage à base d'huile de monoï.
Une gastronomie aussi très diversifiée, très colorée, très succulente. Bien entendu, fait à base de fruits de mer qui proviennent donc de la destination. Donc, si vous voulez manger du poisson, je vous le dis, vous ne mangerez jamais du poisson aussi frais que ça parce qu'il est pêché le matin même. Les fruits aussi, les fruits exotiques, tels les mangues, les papayes, les bananes, tout ça provient de la Polynésie. Mais pour les gens qui ne seraient pas des amateurs de poissons fruits de mer, n'ayez crainte, tous les hôtels, les compagnies croisières sont adaptés pour répondre, que ce soit au goût des voyageurs, si les gens veulent plus manger de la viande ou quoi que ce soit, ou sinon aussi, bien entendu, les gens qui ont des allergies peuvent s'adapter, il faut juste le mentionner, lors de la réservation, puis lors de l'arrivée à l'hôtel pour s'assurer d'avoir des menus qui sont concoctés pour nos besoins. Les activités en plein air aussi, on en trouve un paquet en Polynésie française. Il n'y a pas juste de la plongée en apnée ou de la plongée en bouteille. On peut faire de la randonnée pédestre. On peut également aussi faire du golf. J'ai une petite image dans quelques instants par rapport au golf. Des activités aussi de canyoning, comme les Français appellent, des activités aussi de parachute, tout ça. En tout cas, il y a vraiment, on peut même aller se promener dans le fond des mers avec un scaphandre. C'est des trucs qui ont vraiment développé au courant des dernières années en Polynésie, qui sont très populaires. Donc, bien entendu, pour les amateurs de plongée, c'est un des plus beaux endroits au monde. Jacques-Yves Cousteau l'avait dit autrefois. Il me semble que si ma mémoire est bonne, c'est à Fakarava. Il disait que c'était l'aquarium, le plus bel aquarium du monde. Moi, j'ai fait de la plongée en apnée. La dernière fois que je suis allée, j'ai jamais, au grand jamais, nagé avec autant de poissons colorés, de requins, de toutes sortes de poissons et animaux marins. Puis quand je parle de requins, inquiétez-vous pas, ce n'est pas des requins blancs, c'est des requins citrons, des requins qui sont vraiment inoffensifs pour l'être humain. Mais nager aussi avec les raies qui viennent se coller à nous, ou les raies manta qu'on peut voir de loin. Les petites raies qui viennent des fois quand on leur donne à manger. Donc, c'est vraiment toutes des activités qui sont vraiment intéressantes. Comme je vous disais aussi, le golf qu'on peut faire en Polynésie. Il y a certains terrains de golf. Il n'y en a pas ils ne sont pas nombreux, mais il y en a quand même quelques-uns, dont sur l'île de Tahiti et aussi, je crois, Montréal, si ma mémoire est bonne. Mais ça, si vous avez des questions, je pourrais vous revenir avec plus de détails. Il y a aussi une grande variété donc, de produits locaux que l'on peut retrouver à toutes sortes de prix parce qu'on ne se mentira pas, la Polynésie française, c'est une destination qui n'est pas une destination de masse touristique. On ne retrouvera jamais autant de touristes que dans les Caraïbes. On a vraiment l'impression d'être seul au monde quand on est en Polynésie. Les plages, par rapport au nombre de voyageurs, on a vraiment l'impression que ce sont des plages qui sont quasi désertes. Donc, on a tout l'avantage de pouvoir marcher très longtemps sur les plages, tout ça. Et donc, oui, c'est une destination qui est quand même dispendieuse, on ne se mentira pas. C'est aussi à 14 heures de vol à Montréal. Mais au niveau de l'artisanat local, on en trouve vraiment de toutes sortes de coûts. Je ne sais pas si vous voyez dans mon cou, j'ai un petit collier ici que j'avais acheté d'une dame au marché ici à Tahiti, marché très coloré. Ça m'avait coûté quelques dollars. Après, c'est sûr qu'on peut acheter des trucs, des souvenirs à prix beaucoup plus élevé. Mais l'artisanat local est partout sur chacune des îles. Puis c'est toujours intéressant parce qu'après, on peut aussi entrer en communication avec les gens, puis compter nos expériences diverses. Ça, c'est vraiment intéressant. Donc, là, je passe vraiment à la section où je vais vous parler des différentes îles les plus recherchées, les plus importantes des îles de la Société, puis après, je vais vous parler des îles Tuamotu. La grande différence entre ces deux archipels, c'est que les îles de la Société, ce sont des îles volcaniques, où on va retrouver vraiment des pics avec vraiment de belles plages qui sont vraiment aux alentours des îles, mais le centre est vraiment de ces îles-là est encore vierge. On ne retrouve pas d'habitation, les habitations sont tous en bord de mer, les hôtels aussi, et on a vraiment une végétation
riche, luxuriante au niveau des îles de la société. On retrouve entre autres l'île principale, l'île de Tahiti, qui est vraiment où on retrouve la capitale, Papeete, Moorea, l'île Sœur, que moi qui est un de mes coups de cœur, Wainé aussi, que je vais vous parler un peu plus tard, Raiatea et Taha aussi, qui sont les plus, et bien entendu, Bora Bora. Et l'île de Tetiaora, l'île qui appartenait à Marlon Brando. Donc, Tahiti, comme je vous dis, c'est vraiment l'île principale. On arrive, quand on atterrit sur Tahiti, à Papeete. Souvent, les gens vont passer une journée seulement à Tahiti pour transiter sur une autre île pour pouvoir profiter donc des plages. C'est sûr que l'île de Tahiti, ce n'est pas l'île où on retrouve les plus belles plages. Je vous dirais, d'un côté, ce sont des petites plages et du côté, il me semble, nord, on retrouve plus des plages de sable noir, des plages de sable volcanique qui sont magnifiques. Mais moi, je trouve que c'est intéressant de rester peut-être 2 jours complets à Tahiti parce qu'il y a plusieurs sites historiques que l'on peut visiter qui sont très intéressants. Il y a le marché que vous voyez ici qui est excessivement coloré, le marché de Papeete, où on retrouve une panoplie d'objets, que ce soit des produits de monoeil, des fruits et des légumes, des bijoux, des paréos aussi, ça j'en ai pas parlé encore, mais des fameux carrés de tissu que les Polynésiennes portent de toutes sortes de façons. Puis moi, je pensais qu'il y avait peut-être 3 ou 4 façons de les attacher. Oh non, il y en a à peu près 150 façons de les attacher. Donc, vraiment, c'est un marché très, très coloré. Puis, pour avoir le contact avec la population locale, c'est vraiment très intéressant à visiter également. Les sites culturels, comme je vous disais, il y a également aussi de très, très beaux sites au niveau des paysages, tout ça, que l'on peut découvrir. Et il y a un jardin botanique aussi absolument magnifique avec une grande variété de fleurs. Donc, pour les passionnés de fleurs, c'est vraiment un endroit à visiter. Bien entendu aussi, il y a des circuits en 4x4. Vous le voyez à l'écran, des excursions de voile, des circuits artistiques, historiques, culturels. Il y a vraiment de tout. Ils ont développé une grande variété d'activités pour que les gens puissent sortir de leurs hôtels. La Polynésie, ce n'est pas comme les Caraïbes. Souvent, dans les Caraïbes, on va arriver dans un tout inclus, on sortira pas de là ou pratiquement pas. Là, la Polynésie, il faut sortir de son hôtel. Il faut aller découvrir. Souvent, ce sont de toutes petites îles en plus qui se font très bien avec une location de scooter, un doom buggy, un 4x4. C'est très sécuritaire. Donc, vraiment, la Polynésie veut vraiment que les voyageurs découvrent la destination et ne restent pas juste à leur hôtel. Bora Bora. Bien entendu, quand on parle de la Polynésie française, la première idée que les gens ont, ce qu'on pense en premier, c'est vraiment l'île de Bora Bora. Ça, c'est une de mes photos personnelles que j'ai prises il y a 3 ans lors de mon dernier voyage en Polynésie française. C'est sûr que Bora Bora, c'est là où on retrouve vraiment une concentration, la plus grande concentration de différents types d'hébergements, les hôtels de luxe aussi, du 5 étoiles, mais aussi plein de petits moutous alentour de l'île de Bora Bora où on retrouve 1 ou 2 hôtels. Pour la plongée, c'est un des endroits aussi qui est absolument splendide. Vous voyez la couleur de l'eau, vous ne voyez pas la clarté qu'elle a, mais c'est vraiment limpide, limpide, limpide. On voit là plusieurs mètres en profondeur sans aucun problème. C'est sûr que quand on est à Bora Bora, je vous dirais que les activités tournent un peu plus probablement au niveau des activités marines, comme la plongée sous-marine, le kayak, la plongée avec les dauphins. Plongée avec les dauphins, je veux sincèrement vous dire, il n'y a pas de dolphinarium en Polynésie française. Souvent, ce sont des activités qui sont vraiment éco-responsables, où on va partir avec un biologiste qui va nous expliquer la vie des dauphins, comment ils vivent en communauté, l'importance de la vie en communauté, et ils savent où ils sont situés. Puis bien entendu, ben là, on va apporter un petit peu de nourriture pour les attirer, mais ils sont vraiment en totale liberté. Moorea. Moorea, pour moi, oui, le lagon de Bora Bora est absolument exceptionnel. Je dirais jamais le contraire. Mais Moorea, pour moi, c'est le meilleur des 2 mondes parce que quand on arrive sur l'île de Tahiti, il faut savoir que la seule île qu'on peut se rendre en traversier facilement, c'est Moorea. En une demi-heure, on part du port de Papeete, on arrive à Moorea, puis on a une île qui
devient de plus en plus grande devant nos yeux, puis on n'en revient pas à quel point elle est splendide. Parce que toutes les autres îles, il faut absolument prendre un petit vol à partir de l'aéroport de Papeete pour se rendre, on va dire, à Bora Bora ou à Wainé ou sur une des autres îles. Donc ça, Montréal, pour moi, c'est la meilleure ville du monde parce que c'est pas compliqué s'y rendre. Il y a un lagon exceptionnel avec différentes teintes de bleu, une grande variété de poissons, mais également aussi plusieurs activités culturelles qu'on peut y faire. Ça, c'est une photo, encore une fois, que j'ai prise il y a 3 ans, quand j'étais à Bâti-Paul Gauguin, que je vais vous parler un peu plus tard. C'était le paysage que j'avais à chaque matin que je me réveillais. Je vous le dis, j'avais pratiquement les larmes aux yeux. La Polynésie française, c'est un peu comme Hawaï. Les paysages se ressemblent un peu de ceux de Hawaï, mais je me rappelle avoir rencontré, parce qu'il y a beaucoup d'Américains qui vont visiter la Polynésie française. Il y a même beaucoup d'Américains qui viennent de Hawaï. Puis je me dis, mais pourquoi ils viennent en Polynésie française? Puis j'avais rencontré un couple qui m'avait expliqué que pour eux, la Polynésie française représente Hawaï il y a 50 ans. Hawaï, pas partout sur les îles, bien entendu, mais les îles principales, comme la ville de Honolulu, c'est des grandes tours à hôtels, tout ça. Vous ne retrouverez jamais ça en Polynésie française. Donc, pour eux, malgré que ce sont des îles qui, au niveau des paysages, peuvent se ressembler, pour eux, ils retrouvent un côté d'authenticité qu'ils ne retrouvent plus nécessairement partout à Hawaï. Le lagon, comme je vous le disais, qui est absolument exceptionnel à Montréal, on le voit ici. Ça, c'est encore une photo que j'ai prise il y a 3 ans. Et là, on le voit, la clarté de l'eau, on le voit, les coraux dans le fond de la mer. C'est vraiment absolument de toute beauté. Et donc, une des activités les plus populaires, c'est faire une excursion pour aller visiter une plantation d'ananas en plein cœur d'un ancien volcan qui est maintenant éteint depuis très longtemps. Puis on voit toute la production de la culture d'ananas, c'est très, très, très intéressant. Et après, on va sur un belvédère, un des 2 belvédères, parce qu'il y en a un qui se retrouve un petit peu plus haut que ça encore. Et là, on voit ici l'image de la vallée de Hopono'o, où on a 2 baies importantes. C'est une photo que tout le monde veut prendre et c'est vraiment une vue spectaculaire que l'on a. Donc, vraiment, Montréal, pour moi, c'est un « oups, je suis allée trop vite », c'est un gros coup de cœur par rapport à tout ce qu'on peut y retrouver. Encore une fois, beaucoup d'activités marines, mais aussi beaucoup d'activités culturelles que vous pouvez faire lors d'un voyage à Montréal. Wainé, c'est un peu, pour moi, un secret mieux gardé de la Polynésie. Pourquoi? Parce que c'est une île qui fait partie donc de l'archipel de la Société et qui a moins de 5000 habitants. C'est une île qui est encore extrêmement authentique. On arrive là, on fait une excursion, la personne vient nous chercher au port, on part avec elle, et là, elle nous fait faire les différents endroits et on retrouve sur l'île de Wainé plusieurs sites archéologiques que je vous parlais un peu tout à l'heure, donc les marées. Ici, on voit l'intérieur d'un marais. Donc, cet endroit-là était utilisé autrefois par la population locale pour organiser des événements festifs, mais également aussi au niveau politique, au niveau quand les chefs devaient prendre des décisions importantes, tout ça. Donc, c'était vraiment un endroit important où se retrouvait la population locale. C'est très intéressant de découvrir cette île-là. Il y a quelques hôtels, mais encore là, une population qui est dispersée à travers l'île. Donc, on ne retrouve jamais des grandes foules, pas du tout même, je vous dirais. Et aussi, on retrouve des anguilles aux yeux bleus. Les enfants nagent avec. Moi, j'ai comme pas eu le courage de le faire. Ils ne demandent pas non plus aux touristes de le faire, mais ce sont des anguilles qui sont considérées comme sacrées qu'on retrouve sur l'île de Wainé. Et ça, c'est un des attraits que l'on va découvrir lorsqu'on est à Wainé. Et j'avoue que c'est assez particulier parce que c'est pas des petites anguilles, c'est des très grosses anguilles. Gros corps avec des yeux bleus. Bleu éclatant, c'est quand même assez spectaculaire. Et aussi, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est, j'en ai fait mention un peu plus tôt, mais que ce soit l'île de Bora Bora, que ce soit l'île de Moorea, on peut
louer facilement donc des mobylettes, des dune buggy. C'est très sécuritaire. Ce sont des îles avec vraiment des distances là, très petites. Là, on parle de 60 km². Là. Donc, c'est très facile en une journée de faire le tour, puis d'arrêter n'importe où parce que les plages sont publiques, d'arrêter n'importe où, d'aller piquer une tête dans l'eau, faire un peu de plongée, réembarquer sur le scooter, réembarquer sur le dune buggy et repartir. Puis j'avais une petite anecdote par rapport à Montréal. Quand je dis que c'est très sécuritaire, moi, quand je l'ai fait la dernière fois avec mon ami, le problème, c'est qu'on est tombé en panne à l'autre extrémité de l'île de Montréal, où il n'y a pas d'hôtel et rien du tout. Et là, on n'avait pas de téléphone, on était vraiment mal prise. Et là, on est allé cogner chez l'habitant. Et le monsieur nous a accueillis à bras ouverts. On lui a expliqué, écoutez, bon, on est en panne, pas de problème, donnez-moi le numéro, je vais appeler, tout ça. Il nous sort des chaises, des bouteilles d'eau. Et là, on commence à discuter. Puis là, il nous demande d'où on vient, bien entendu. Il voyait bien qu'on n'était pas français de France, que notre accent était, on parlait français, mais on ne provenait pas de la France. On commence à parler du Québec, de la neige, et là, ça a complètement, là, il n'en revenait pas, c'était tellement drôle. Puis il restait avec nous, on a jasé tout le temps, jusqu'à temps que la personne qui s'occupait du bureau de location est arrivée une demi-heure plus tard, nous chercher, réparer, puis après, nous accompagner jusqu'au retour vraiment au bureau de location. Donc vraiment, comme je vous dis, c'est un peuple qui est extrêmement chaleureux, extrêmement accueillant. Il n'y a pas de souci à avoir de ce côté-là. Oups, je suis allée un peu trop vite. Raiatea. Raiatea aussi, c'est vraiment un endroit où on peut dire que c'est le berceau des dieux polynésiens, où si on retrouve énormément de sites archéologiques. Et quand je vous parlais du marais tout à l'heure qu'on peut visiter sur l'île de Wainé, on en retrouve c'est un marais international, vraiment le plus spectaculaire. J'ai malheureusement pas de photos, le plus spectaculaire et le plus ancien du triangle polynésien. Ce qui veut dire donc entre Hawaï, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie. Puis encore maintenant, à ce jour, il y a vraiment des événements internationaux qui se font à chaque année à cet endroit-là. Et quand on veut aller visiter l'île de Taha, bien, quand on va atterrir à ce moment-là à Raiatea pour prendre après un transfert en bateau pour se rendre sur l'île de Taha, que l'on surnomme l'île de la vanille, l'île Vanille. C'est l'endroit en Polynésie où on retrouve les plus grandes productions de vanille. Et sincèrement, quand on met les pieds sur Taha, on a cette odeur suave de vanille qui nous berce, qui provient des différentes cultures. Et c'est vraiment, quand on parle de culture de la vanille en Polynésie, ce n'est pas le même type de vanille qu'on retrouve ailleurs. On en retrouve au Mexique, de la vanille, on en retrouve à Madagascar énormément, mais souvent, ce sont des gousses qui sont beaucoup plus petites, beaucoup moins dodues. En Polynésie, ils prennent un soin vraiment exceptionnel à la production de leur vanille. Ils la dorlotent et les gousses qui en ressortent sont absolument spectaculaires, sont plus longues que ma main et sont plus grosses que mon doigt. Puis on peut vraiment en utiliser juste un peu pour que ce soit des gâteaux, même donner un goût de vanille dans de l'alcool comme le rhum. Vraiment, on peut l'utiliser un peu partout, dans de la crème glacée. C'est quelque chose qui est vraiment, c'est une belle visite à faire. Souvent, on va visiter quand on est à une culture de vanille, une culture de copra, donc la noix de coco qui est séchée. Et qui utilisent dans bien des aspects de leur gastronomie, toutes sortes. Et aussi, donc, les petites fermes perlières. Comme je disais au tout début avec Amandine, les fermes perlières en Polynésie sont toutes petites comparativement en Asie du Sud-Est. Donc, ce sont vraiment des productions familiales. Et maintenant, si on va au niveau des îles Tuamotu, bien là, les îles Tuamotu, on change complètement de registre au niveau du paysage. On parle vraiment d'îles qui sont à ras le niveau de la mer, où elles sont entourées de barrières de corail, encore une fois, mais elles ne sont pas volcaniques. Donc, ce sont vraiment, parce que l'île de la Société, ce sont des anciens volcans qui se sont tranquillement affaissés dans la mer. C'est pour ça qu'on voit encore ces immenses pics rocheux.
Les îles Tuamotu sont encore plus vieilles, donc on ne voit carrément plus les pics rocheux et on voit que des bandes de terre. C'est vraiment, pour les îles Tuamotu, c'est le paradis des plongeurs. Les plages de sable blanc à perte de vue et avec des récifs coralliens absolument extraordinaires et qui ne sont pas encore malheureusement atteints par la pollution ou par l'homme, par la trop grande, le tourisme de masse, je pourrais dire. Donc, avec des barrières de corail extrêmement colorées encore, avec une faune marine tout à fait exceptionnelle. Dans ces îles les plus connues, on parle de Rangiora ici, qui est le seul endroit au monde vraiment que l'on appelle, qui signifie pas qu'on appelle, qui signifie le ciel infini. Donc, moi, je trouve ça magnifique. C'est un endroit où le ciel et la mer se marient. C'est le deuxième plus grand atoll du monde et c'est lui qu'on surnomme, tantôt je me suis trompée, mais Rangiora, c'est vraiment l'aquarium naturel géant que Jacques-Yves Cousteau a nommé autrefois. C'est vraiment un superbe paradis. Tikehau, je suis allée encore une fois, ça, c'est vraiment l'endroit où j'ai perdu toute notion du temps, de l'heure. J'avais l'impression d'être Robinson Crusoe sur son île déserte. De l'île principale, on prend un petit bateau pour se rendre. Il y a un seul hôtel que vous voyez ici à l'écran, qui est le Taha by Pearl Resort. Les plages ont une teinte rosée. Un des endroits aussi d'exception pour faire de la plongée sous-marine, mais aussi une excursion vraiment intéressante, l'île aux oiseaux, où on prend un petit bateau, on se rend sur une île et les oiseaux n'ont pas peur de l'être humain, n'ont jamais été chassés par l'être humain, donc ils sont nichés à la hauteur de nos yeux et on voit des oiseaux qu'on n'a jamais vus auparavant et on peut vraiment s'approcher. Bon, il faut quand même garder une certaine distance pour respecter l'oiseau, mais on peut vraiment s'approcher pour les observer, tout ça, beaucoup plus près qu'on pourrait faire n'importe où ailleurs. Donc, vraiment une belle excursion à faire. Et Fakarava aussi, qui est le deuxième atoll dans ce cas-ci, le plus grand de la Polynésie. C'est une réserve également de biosphère sous la protection de l'UNESCO. Et vraiment, c'est une faune terrestre, une faune sous-marine qui comprend vraiment des espèces endémiques vraiment protégées. Donc, pour les amoureux encore de la mer, c'est vraiment une destination absolument exceptionnelle. Si on parle des différents types d'hébergement, donc les différents types d'hébergement, comme on le voit souvent, bon, les fameux pilotis sur l'eau, tout ça. Moi, je vous dis, il y a toutes sortes d'hébergements selon vos attentes, selon ce que vous recherchez. Vous pouvez vraiment soit aller dans de l'hébergement chez l'habitant jusqu'à l'hôtel de luxe. Dans les hôtels de luxe, on retrouve entre autres le Conrad Bora Bora de Brando qu'on retrouve sur l'île de Tetiaora, qui était autrefois l'île de Marlon Brando. C'est l'hôtel le plus éco-responsable du monde entier. Le Saint-Régis à Bora Bora, le Taha by Pearl Resort et on a également aussi l'Intercontinental Thalasso qu'on ne voit pas ici à l'écran, mais ce sont des hébergements 5 étoiles. Puis souvent, nous, ce qu'on conseille fortement quand les agents nous appellent pour organiser un voyage à leurs voyageurs, c'est d'y aller en crescendo. De commencer par un bungalow plage, puis après, de bungalow plage, comme vous voyez ici à l'écran, où on a carrément des bungalows qui sont installés sur le bord de la plage. Et là, on a juste à sortir, ouvrir notre porte, on a les deux pieds dans le sable, à 2-3 mètres du bord de la mer. Il y a le bungalow jardin aussi piscine privée qui est intéressant, qu'on peut faire en premier. Donc, on arrive, on a un beau bungalow, puis on a une piscine privée dans notre cour arrière que seuls nous pouvons utiliser. Puis après, il y a les bungalows sur pilotis. Donc, vraiment, moi, c'est bungalow jardin, piscine privée, souvent qu'on va utiliser en premier. Après, sur la deuxième île qu'on veut découvrir, on va aller faire un bungalow plage et on va terminer par le bungalow sur pilotis. Parce que c'est sûr que aussi le bungalow sur pilotis, c'est souvent dans les types d'hébergement les plus dispendieux par rapport à l'hôtel où vous allez vous retrouver. Puis avec les fameux planchers de verre, tout ça. Donc, c'est vraiment une offre hôtelière qui est très diversifiée. Comme je vous dis, on a des hôtels comme la chaîne Mai Tai, qui est très bien, qui est considéré comme du 3 étoiles.
Si pour votre budget, ça vous convient mieux, parfait. Après, on peut tomber dans le 4 et le 5 étoiles par rapport aux hébergements. Puis ce qu'il ne faut pas oublier aussi en Polynésie, c'est que la formule tout inclus n'existe pas comme dans les Caraïbes. Nous, ce qu'on va souvent proposer aussi afin que, rendu sur place, les voyageurs aient moins possible à fouiller dans leur poche, c'est de partir vraiment quand les gens veulent le faire en hôtel, c'est de prendre le vol, les transferts, des hôtels sur différentes îles. Souvent, on va conseiller au moins 3 îles pour avoir une bonne vue des les différences entre différentes îles, les différents attraits, bon, découvrir un peu la diversité de la Polynésie. Après, d'inclure 2 repas par jour, donc petit déjeuner, souper. Mais les consommations alcoolisées ne sont jamais incluses en Polynésie, dans les hôtels, et les lunchs, on peut les inclure, mais pour vous donner une idée, quand même une ordre d'idée, parce que je pense que c'est très important, un cocktail va coûter environ 14 US, et parce qu'on peut on peut tout payer ou pratiquement tout en dollars américains en Polynésie, sinon c'est le franc polynésien, mais moi je suggère toujours de partir avec l'américain, c'est beaucoup plus simple. Donc, 14 US pour un cocktail, et un lunch, en général, c'est pas en bas de 45 US par personne. Puis ça, on ne parle pas incluant un verre de vin ou incluant une bière. C'est vraiment que le repas. Là. Donc, la facture peut monter vite. Donc, c'est pour ça, des fois, quand les gens me disent, mais est-ce que je pourrais aller en Polynésie pour moins de 3 000 par personne? C'est impossible. Je veux dire, il ne faut pas non plus rêver en couleur. Juste le vol, c'est coûteux parce qu'on est en plein milieu de l'océan Pacifique. Les hôtels, comme je vous disais, ce n'est pas une destination de masse. Donc, on parle de petits hôtels qui accueillent 150 personnes peut-être, mais avec un niveau 5 étoiles de service. Donc, à un moment donné, quand tout ça mis en contexte, c'est sûr que le prix peut sembler élevé. Mais en même temps, c'est un voyage d'une vie. Les bungalows sur pilotis, comme je vous disais aussi, donc avec les planchers en verre, c'est vraiment là que débuté cette, je vous dirais, mode-là. Selon les hôtels, on retrouve des plus petits, plus grands planchers de verre. On en retrouve beaucoup, bien entendu, principalement sur Montréal et également sur Bora Bora. Bungalow plage que l'on voit ici, bungalow jardin qu'on voit un peu plus près. Et les villas de luxe, bon, pour les gens qui voudraient vraiment se payer le summum du luxe, puis qui ont un énorme budget, peuvent avoir un bungalow qui ressemble à ça, avec une piscine privée, terrasse privée, accès privé à l'eau. L'accès privé à l'eau, je ne l'ai peut-être pas dit, mais on l'a toujours quand on a un bungalow plage, bien entendu, mais un bungalow pilotis, on a toujours une petite échelle pour plonger dans l'eau, puis aller faire un peu de plongée, un peu de natation, ou juste se prélasser au soleil dans l'eau. Mais les villas de luxe existent dans quelques-uns des hôtels 5 étoiles, encore une fois, un peu plus à Bora Bora. Et même dans ces villas, on retrouve cuisine complète, salon, 2 chambres. Donc, on peut même avoir un cuisinier pour nos repas qui vient directement à notre villa. Et sinon, on retrouve également aussi les petits hôtels, parce que je pense qu'il ne faut pas non plus les oublier. Les petits hôtels, lodges et pensions. L'hôtel Tahiti Nuit, c'est dans les plus gros hôtels que vous allez retrouver sur toute l'île de Tahiti, vraiment l'île principale. Vous voyez, c'est un hôtel de 3-4 étages, pas beaucoup plus. Et là, vraiment, on a des chambres d'hôtel, de grandes chambres d'hôtel. Si on veut passer une nuit ou deux, c'est vraiment un hôtel qui est très, très bien situé, qui est à quelques minutes du marché local que je vous parlais au tout début. Il est très près aussi du port de Papette. Et il y a une chose aussi qui est super intéressante sur l'île de Tahiti, que j'ai oublié de vous dire, ils ont également aussi les fameuses roulottes, les food trucks qu'on appelle ici, où l'on peut déguster une gastronomie locale, toutes sortes de différents menus aussi à vraiment moindre coût. Donc, c'est intéressant, puis on est vraiment avec la population locale. Mais sinon, sur les autres îles, comme Bora, comme Montréal, ou d'autres îles également, comme Maupiti, on retrouve des lodges, des pensions. Donc, les habitants locaux ont décidé de construire quelques petits lodges comme ça, quelques bungalows. Ils ne sont pas sur pilotis. On ne retrouve pas le même niveau de service non plus,
Mais des fois, moi, je me dis, bon, pour un deuxième ou un troisième, si les gens ont l'opportunité d'y retourner une deuxième fois, je pense que ça peut être intéressant aussi de passer quelques nuits chez l'habitant. Les cérémonies romantiques, donc comme je vous disais aussi tout à l'heure, vous pouvez faire du renouvellement de vœux très, très, très facilement en Polynésie française. Les coûts ne sont pas exorbitants non plus pour les renouvellements de vœux, mais sinon aussi, vous pouvez avoir des cérémonies qui sont traditionnelles. Donc, si vous voulez vraiment vous marier d'un mariage légal, c'est possible. Et ici, on a vraiment la reine de la Polynésie, comme on dit chez Tour Chanteclair, qui est Evelyne Cassis, qui avait sa propre compagnie avant, qui faisait uniquement la Polynésie française, les îles de rêve, comme on appelle, donc les Seychelles, les Maldives, tout ça. Donc, toutes ces destinations-là, maintenant qu'on l'on offre, elle en a organisé énormément des mariages et des renouvellements de vœux. Donc, vraiment, on a la professionnelle pour organiser ce genre de voyage. Puis, pourquoi pas de se payer des petits extras quand on est en Polynésie française, dont un petit déjeuner livré à notre bungalow par deux charmants Polynésiens qui nous jouent une petite chanson avec leur ukulélé et qui nous donne le beau petit déjeuner directement sur notre bungalow. Pourquoi pas? Et aussi la possibilité, si vous souhaitez donc essayer d'avoir le moins de dépenses possible rendu à destination, de pouvoir se procurer un forfait d'excursion en dollars canadiens pour 4 différentes excursions qu'on va remettre à ce moment-là des documents. Puis une fois arrivé sur place, vous allez pouvoir programmer l'heure et la journée que vous allez vouloir faire votre excursion. Comme ça, au moins, vous allez pouvoir le payer en dollars canadiens. Je vous le dis, on a négocié avec nos fournisseurs. Donc, ce sont des tarifs privilégiés. Puis ça va vous empêcher de perdre du temps à magasiner des excursions, ou que ce soit à l'hôtel ou que ce soit au village, puis que vous le payez aussi en devises locales ou même en dollars américains. Les façons aussi, donc là, je viens de vous parler vraiment un survol parce que je ne veux pas non plus prendre trop de votre temps. Je vous ai parlé des différents types catégories hôtelières, mais bien entendu aussi les façons comme le catamaran où on peut vraiment découvrir la Polynésie française. Ce sont des itinéraires en général qui vont de 11 jours, 10 nuits à 6 jours, 5 nuits, où on va être dans des catamarans qui sont quand même assez imposants, où on retrouve 6 cabines avec salle de bain privée dans chacune des cabines, maximum 12 passagers, où là, on a une formule peut-être un peu plus incluse à ce moment-là, où on a les 3 repas qui sont servis, qui sont inclus. La boisson, on vous envoie une liste de ce que vous voudriez avoir durant la semaine et à ce moment-là, vous payez avant de partir et rendu sur place, le bar est déjà rempli et là, ben, vous pouvez faire vraiment de la plongée, du paddleboard, des activités donc marines. Donc ça peut être intéressant aussi. Je sais qu'il y en a aussi privés, donc pour vraiment les gens qui voudraient faire un voyage d'amoureux, de se permettre 2-3 jours sur un catamaran privé où on retrouve toujours le capitaine et une personne qui va s'occuper du ménage et aussi des repas. Mais sinon, c'est ça, ce sont des catamarans environ de 12 passagers qui font différents itinéraires. Mais pour les passionnés de plongée, je pense que ça peut être vraiment une belle alternative de faire ce genre de voyage-là. Puis on peut facilement le rattacher aussi de faire, on va dire, un séjour d'une semaine en catamaran. Puis après, il nous débarque directement au quai de notre hôtel à Bora Bora ou à Bora Bora surtout, et puis faire un 2-3 nuits pour finaliser notre voyage en hôtel. Sinon, la Ranui 5, c'est vraiment un bateau semi-cargo, semi-passager. Souvent, les gens ont comme un petit peu une appréhension quand ils le voient, mais je vous le dis, c'est vraiment ça. C'est pour les gens qui sont un petit peu plus, je vous dirais, aventuriers. Moi, c'est le prochain voyage que je veux faire en Polynésie. La devanture, les voyageurs ne la voient pas parce que c'est vraiment un navire qui a été conçu pour autant accueillir des voyageurs que pour le cargo. Parce que c'est le seul navire qui a été vraiment conçu pour aller jusque dans l'archipel des îles Marquises. Quand je vous disais tout à l'heure, les archipels les plus connus sont vraiment celles de la Société, celles de Tuamotu. Ce sont aussi les archipels les plus proches de l'île principale de Tahiti. Donc, c'est facile d'aller d'une île à l'autre. Quand on parle des îles Marquises, juste de Papeete, au niveau des vols, ça prend 4 heures pour se rendre, 4 heures de vol pour se rendre aux îles Marquises. Et l'offre hôtelière est quand même assez minime. Et aussi, il y a plusieurs îles qui ne sont même pas accessibles par avion. Elles sont uniquement accessibles par bateau. Il y en a, je pense, 4 seulement qui sont accessibles par avion.
Et c'est vraiment le cargo qui, à toutes les 2 semaines, va apporter toutes sortes de denrées sur chacune de ces îles-là. Donc, c'est vraiment un événement en soi. C'est un navire qui peut accueillir jusqu'à 250 passagers et c'est un équipage entièrement marquésien, polynésien. Et il y a vraiment un échange qui se fait entre le personnel navigant et les voyageurs. Et le soir, on peut carrément prendre une bière avec un Marquésien. Il va nous écouter, il va nous raconter ses histoires. Et c'est même eux qui vont nous faire les visites sur chacune des îles. Puis ils vont nous présenter leur famille. On va faire un tour, on va découvrir l'île à dos de cheval. Donc, ce sont des îles qui sont extrêmement authentiques et sur lesquelles il y a peu de touristes et on voit absolument des paysages qui sont spectaculaires. Des îles où on a peu de plages parce qu'elles sont plus récentes que les autres îles. Donc, les vagues souvent vont frapper directement sur les abords des différentes îles des îles Marquises et sur lesquelles on retrouve aussi les tombes de Brel. Et là, j'ai un blanc de mémoire pour l'autre tombe hyper importante qui se trouve sur l'île principale des îles Marquises, mais c'est une belle façon aussi, différentes façons de découvrir cet archipel. Puis sinon, l'expérience Paul Gauguin, c'est vraiment encore une fois aussi un navire qui a été construit il y a plusieurs années pour naviguer sur les différents lagons de la Polynésie française. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que quand on parle de lagons, bien, on parle de profondeurs qui sont quand même assez restreintes. Certaines autres grandes compagnies comme Norwegian Cruise Line, Oceania, Royal Caribbean vont faire une fois ou deux par année faire des croisières sur l'archipel, sur la Polynésie française. Toutefois, elles doivent accoster beaucoup plus loin des îles parce qu'elles ne peuvent pas s'approcher autant que le Paul Gauguin à cause que les navires n'ont pas été conçus. Donc, ils sont beaucoup plus profonds. La quille est beaucoup plus profonde. Mais le Paul Gauguin, lui, vraiment peut facilement accéder aux îles. Et quand on a des petites navettes à prendre, c'est après 10 minutes pour se rendre vraiment sur les îles. On parle d'un navire aussi d'une capacité beaucoup plus restreinte que les grandes compagnies croisières où on retrouve souvent 2000 passagers et plus. Paul Gauguin, c'est 330 passagers, 217 membres de l'équipage. Donc, on a un personnel pour 1,5 passagers. C'est dans les meilleurs ratios au niveau des croisières. Et moi, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que c'est la seule compagnie aussi qui offre une ambiance polynésienne à bord parce qu'on retrouve vraiment une atmosphère grâce aux Gauguins et aux Gauguines qui sont des Polynésiens, encore une fois, qui ont été embauchés pour faire des activités durant la croisière, que ce soit un atelier de démonstration, comment faire des couronnes de fleurs, comme vous voyez à l'écran, qui sont absolument spectaculaires. Nous apprendre une petite danse, le tamouré, comme on appelle, apprendre un chant polynésien, apprendre à nouer des paréos aussi, comment les différentes sortes les différentes façons de nouer un paréo. Donc, vraiment, c'est la seule compagnie qui offre cette ambiance-là totalement polynésienne. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on fait le Paul Gauguin, on va minimum visiter 5 différentes îles. Comme je vous disais tout à l'heure, au niveau de l'hébergement, qui est très bien aussi, au niveau de l'hébergement, quand on a fait 3, maximum 4 îles, on commence à être un peu, surtout, c'est dans la durée, on veut quand même passer peut-être 3-4 nuits par île, on ne veut pas toujours être dans les transferts, dans défait les valises, refait les valises. Le Paul Gauguin, on embarque, on défait toute notre valise, on met ça dans les armoires, et là, on va avoir la chance de visiter au moins, de découvrir 5 différentes îles, à 7 îles selon les itinéraires, parce qu'on a des itinéraires de 7, 10, 11 et 14 nuits. Et là, on va, entre autres, passer une nuit à Montréal et une nuit à Bora Bora, à bord du navire, ce qui vous permet de sortir du navire, passer la journée à Bora ou à Montréal, vous louez un scooter, même souper dans les îles, revenir en fin de soirée vers les 10 heures, parce que les navettes vont jusqu'à peu près, je pense, à 10 heures le soir. Et puis même, pourquoi pas dire, ben moi, au lieu de faire soit un devancement ou une prolongation à ma croisière,
je veux vivre l'expérience d'un pilotis, mais je vais m'en payer une nuit à Bora ou à Montréal. Qu'est-ce que vous prenez juste un petit overnight bag, une petite valise de rien du tout pour 24 heures. Vous débarquez du navire, vous passez la nuit dans un hôtel que vous avez réservé précédemment. Puis après, ben, le lendemain, vous partez. Puis vous réembarquez en fin de journée quand le navire est sur le point de quitter. Puis comme ça, ben, vous aurez eu votre expérience. Donc, c'est une autre façon aussi de découvrir et de vraiment encore avoir une meilleure vue, à mon avis, de la Polynésie française. Puis aussi, l'avantage, donc les Gauguins et les Gauguines, comme vous voyez ici, on a une belle photo. C'est vraiment une équipe mixte, hommes-femmes. C'est tellement. On est en train de manger le soir dans une des salles à manger. Ils arrivent, ils chantent, juste une petite chanson douce, avec une petite danse, puis après ils repartent. Je veux dire, ça met juste une ambiance tellement agréable, c'est extraordinaire. Puis aussi, ils offrent des expériences exclusives, dont une plage privée à Bora Bora, que vous voyez ici, vraiment, comme on peut dire, là, style Robinson Crusoe. Il n'y a pas de chaise longue, il n'y a rien. Là. Vous apportez votre kit de plongée, vous apportez votre serviette, votre crème solaire surtout, puis là, vous passez une demi-journée, une journée complète selon ce que vous souhaitez faire. Mais également aussi, ils ont une île privée à Taha, qui est, elle, vraiment pleinement équipée avec service de sanitaire complet, même incluant des douches, les chaises longues. Et là, ils vont faire un buffet polynésien avec alcool à volonté. Encore une fois, vous pouvez prendre votre petit kit de plongée, faire de la plongée, faire le tour de l'île. Il y a même des commerçants qui sont sur l'île si vous voulez faire des petits achats d'artisanat local. C'est vraiment génial. Puis aussi le fait que lorsqu'on est à Bora Bora ou à Montréal, comme je vous disais, le navire reste accosté une nuit. Et là, ça permet, entre autres, à des troupes locales d'embarquer sur le navire pour faire des spectacles de danse et de chant auxquels on peut assister le soir. Ce qui m'amène à vous dire que Paul Gauguin, il ne faut quand même pas le mettre sur le même pied que les grandes compagnies de croisière. Je m'explique. Au niveau de l'animation, vous n'allez pas avoir un immense casino, vous n'allez pas avoir 42 restaurants, vous n'allez pas avoir des spectacles à grand déploiement avec des effets pyrotechniques. Là, vraiment, cette croisière-là, c'est vraiment pour vivre l'ambiance de la Polynésie, manger, il y a une gastronomie, je vais y venir après, là, mais vraiment très, très, très variée. Mais on veut faire cette croisière-là pour vraiment profiter des différentes îles, d'avoir des spectacles vraiment de culture locale. On ne parle pas de spectacles à grand déploiement, puis d'activités de toutes sortes. Oui, ils ont un planning à chaque jour d'aquaforme, tout ça, de petites activités, mais il n'y a pas de casino à bord de Paul Gauguin. Parce que ce que les gens veulent faire, c'est se réveiller tôt, déjeuner, puis partir le plus rapidement possible pour découvrir chacune des îles. Les activités nautiques sont très présentes à bord du Paul Gauguin. Quand je disais, vous pouvez partir avec votre ticket de plongée en apnée, c'est que ce qui est intéressant par rapport au Paul Gauguin, c'est que vous arrivez à bord, vous pouvez aller au club nautique que vous voyez ici, qui est situé à l'arrière du navire. Et là, vous pouvez aller récupérer palme, tuba, masque pour toute la semaine. Ils vont vous le prêter, ils vont vous mettre le numéro de votre cabine et vous gardez le même kit toute la semaine. Donc là, vous pouvez vraiment sortir sur les îles avec, puis comme je disais, aller vous promener, puis là, cette plage-là est magnifique, j'ai le goût d'aller faire un peu de plongée. Vous y allez, vous revenez avec votre kit. Donc ça, c'est vraiment intéressant. On peut aussi faire de la location gratuite de planches à pagaie, paddleboard, comme bien les gens disent, mais planches à pagaie, comme vous voyez ici à l'écran. Ils ont un centre PADI pour la plongée sous-marine. Donc, les gens peuvent partir à partir de la porte que l'on voit ici, puis débarquer directement du bateau pour faire de la planche à pagaie. Puis les excursions de plongée sous-marine, souvent, mais là, on doit prendre un petit bateau, tout ça. Mais c'est vraiment des activités qui sont possibles à bord du Paul Gauguin. Et aussi au niveau de la gastronomie. Puis avant de l'oublier, quand même, je pense que c'est important aussi à dire, quand je vous disais qu'il n'y avait pas de formule tout inclus en Polynésie, la seule formule tout inclus que vous avez, c'est à bord du Paul Gauguin.
Parce que quand vous achetez une croisière Paul Gauguin, bien, vous vous assurez que tous vos repas sont inclus, les collations à toute heure du jour. L'alcool est inclus. Et là, je parle cocktail, je parle vin, je parle vraiment, à part si vous voulez vraiment une bouteille millésimée, un champagne gruyère ou quoi que ce soit, là, vraiment du haut de gamme, là, oui, ils ont une carte où vous pouvez vous procurer ces alcools-là en payant un montant. Mais sinon, moi, j'ai travaillé 8 ans pour l'Office de tourisme de la France. J'en ai fait des voyages en France. J'en ai mangé de la gastronomie française. J'en ai fait des dégustations de vin. Et je peux vous dire que les vins qui sont proposés au repas ou au bar sont excellents. La gastronomie, elle est très variée. Vous pouvez vous trouver autant pour les passionnés de viande, avoir un bon steak que du poisson, vraiment, qui sont adaptés à toutes sortes d'allergies, toutes les allergies inimaginables. Donc, vraiment, à bord du Paul Gauguin, vous avez une formule qui est tout inclus. Vous avez la possibilité de découvrir plusieurs îles aussi. Et les pourboires, souvent, ça c'est la question, là, mais les pourboires sont également inclus dans la prestation lorsque vous réservez un voyage à bord de Paul Gauguin. Et ce qui est intéressant, durant la pandémie, eux non plus n'ont pas navigué, hein, comme tout le monde. Ils n'ont pas pu malheureusement naviguer. Et dernièrement, ils ont été achetés par la compagnie Ponant. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une compagnie 5 étoiles de yachts d'environ 150 à 240 passagers. Ils sont réputés pour leur croisière vraiment d'expédition dans l'Antarctique, dans les destinations très éloignées, tout ça, mais également aussi croisières en Europe, un peu partout sur la planète. Et ils ont acheté Paul Gauguin parce qu'ils ont un peu la même pas ambiance, mais en tout cas, la même mentalité. Et bon, durant la pandémie, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est qu'ils ont entièrement rénové tous les espaces communs. On n'a pas eu vraiment de photos encore à date, mais je peux vous montrer quand même donc les cabines qui ont été entièrement rénovées au niveau de tout ce qui est literie, décoration, tout ça. Très, très, très confortable. Ça, c'est une cabine, comme vous voyez, une cabine balcon. Beaucoup de rangements dans chacune, même les cabines fenêtres, hublots ou fenêtres ont beaucoup, beaucoup de rangements, sont très, très bien pensés. Et voyez un peu le style là, donc, que Paul Gauguin a mis en place dans sa décoration. C'est vraiment au goût du jour, c'est vraiment magnifique. Et bien, nous, on a célébré Tour Chanteclair. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, on a célébré notre 50e anniversaire. On est le tour opérateur le plus expérimenté du Québec. On était les premiers à célébrer notre 50e anniversaire l'an dernier, mais malheureusement, bon, on a dû annuler toutes nos célébrations. On avait analysé le Paul Gauguin pour que la clientèle québécoise pour célébrer notre 50e anniversaire. Malheureusement, le départ était supposé d'être le 18 mars et bon, le 13 mars, on sait tout ce qui est arrivé. Confinement, bon, fermeture des commerces et tout ça, des espaces aériens. Mais on a eu la chance de simplement reporter ce voyage parce qu'on ne pouvait pas le maintenir à cause de toutes les restrictions fédérales. Puis on comprenait tout à fait, là, je veux dire, on ne voulait pas mettre en danger personne. Donc là, on a décidé de le remettre, de le déplacer, pardon, en mars 2022. Mais si vous ne pouvez pas participer à ce départ-là en mars 2022, pas de souci, on offre l'ensemble des départs de Paul Gauguin, que ce soit, comme je vous disais, des itinéraires de 7, 10, 11 ou 14 nuits. Et puis, on peut vous concocter vraiment l'itinéraire de votre choix, ce qui veut dire, donc, réserver votre vol, réserver un 2-3 nuits avant, 2-3 nuits après, dans tous les différents types d'hébergements que je vous ai présentés. La croisière, tout ça, on peut vraiment tout est possible vraiment du côté de la Polynésie française. Puis, il faut vous donner une idée, donc c'est ça, la reprise de la croisière 50e anniversaire. Il nous reste encore quelques cabines et c'est l'itinéraire de 10 nuits, donc qui fait Tahiti, Wainé, Bora Bora, Taha, Rangiora, Fakarava et Moorea. Donc, avec une croisière de 10 nuits, vous allez avoir l'opportunité de découvrir 7 îles différentes. Et même vraiment avoir un séjour
complet, moi, je vous dirais, avec cette croisière pour découvrir les différents attraits. Ça va être que de la clientèle québécoise qui va être à bord. Ça inclut les vols au départ de Los Angeles, les transferts, la croisière, comme je vous ai dit, toutes les différentes prestations, les repas, les boissons alcoolisées, les pourboires. Et si vous faites si vous réservez la croisière d'ici le 30 juillet, on offre toujours une réduction réservé taux de 300 $. On a décidé de prolonger un peu le réservé taux. Et sinon, après le 30 juillet, je pense qu'on va vraiment tomber au prix régulier. Donc, il va falloir augmenter à peu près de 150 $ donc par passager. Et vraiment, je vous invite à participer à ce départ-là parce qu'on a inclus toutes sortes de belles petites surprises sur chacune des îles, vraiment dans le cadre de notre anniversaire. Donc, n'hésitez pas, c'est un départ qui va avoir lieu du 16 au 27 mars 2022. Je pense que là, on va être vraiment sorti à ce moment-là de la pandémie dans laquelle on a été prise tous et chacun. Simplement pour vous faire un petit rappel, juste simplement pour vous dire que vraiment tout est possible en Polynésie française, comme je vous disais, que ce soit des départs individuels, de la durée que vous souhaitez, avec les inclusions que vous souhaitez. On a nos fameux départs à date fixe où vraiment on va chercher des allotements de sièges d'avion, des chambres dans les différents hôtels et on va offrir plusieurs départs. Souvent, c'est un départ par mois. Et là, on va avoir vraiment un prix forfaitaire, un prix très intéressant. On va appeler ça des départs de groupe dans la brochure, mais ce ne sont pas, on ne part pas avec un accompagnateur, c'est juste que vraiment, c'est un prix qu'on a réussi à négocier parce qu'on a pris un nombre X de sièges d'avion et de chambres d'hôtel. Mais comme je vous dis, rendu à destination, vous faites ce que vous voulez, à l'heure que vous voulez, il n'y a personne qui va vous suivre, quoi que ce soit. Une grande variété de différents produits. Et aussi cette année, en 2021, dans la brochure, on va avoir une croisière aussi qui va combiner Hawaï et la Polynésie française. On a une croisière qui est toujours disponible aussi, qui est un peu moins dispendieuse avec Norwegian Cruise Line, mais elle est plus courte aussi. On ne parle pas du même nombre de jours, même nombre de repas, puis surtout aussi du même produit. Si on parle d'un grand groupe versus de 2000 passagers et plus versus un navire de 330 passagers. Donc, vraiment, on a une grande variété de différents produits pour la Polynésie. Donc, n'hésitez pas à communiquer pour les voyageurs là, qui ont assisté à la présentation. N'hésitez surtout pas à communiquer avec votre agent de voyage. Puis celui-ci va vraiment réussir à répondre à l'ensemble de vos questions et ça va nous faire plaisir de vous faire découvrir cette destination vraiment de rêve, d'exception, qui est la Polynésie française. Si vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite de faire un voyage de rêve en Polynésie française. Sous peu. Waouh, merci Marie-Ève, merci beaucoup. C'était magnifique. Waouh, j'ai rien d'autre à dire, vraiment superbe. La couleur de l'eau, c'est vraiment incroyable. À chaque fois, ça me surprend, mais oui. C'est fou. C'est fou. Donc, merci encore, Marie-Ève, pour la belle présentation. Merci beaucoup. On a quelques petites questions. On n'en a pas énormément. Donc, si vous avez des questions pour Marie-Ève, n'hésitez pas. C'est le moment. Donc, utilisez l'outil de questions pour justement poser vos questions à Marie-Ève. On a Denis qui nous demande, pardon, quelle est la meilleure saison selon toi pour visiter la Polynésie? La Polynésie française a quand même une température assez stable à l'année. Toutefois, je vais être très honnête, du mois de novembre au mois de février, c'est considéré comme la saison des pluies. Malheureusement, avec les changements climatiques, il y a des années où cette période a été très pluvieuse et certaines fois, pas du tout. Donc, c'est pour ça qu'on peut, parce que c'est sûr qu'au niveau tarifaire, ben, c'est les périodes qui sont les moins dispendieuses, on s'entend, ça c'est comme partout ailleurs. Ouais. Mais pour s'assurer d'une température idéale, on y va vraiment du mois de mars au mois d'octobre à peu près, là, on ne se trompe pas. Parfait, parfait. Donc, merci beaucoup, Denis, pour ta question. Je pense que Marie-Ève a bien répondu. Merci beaucoup. On a Ghislaine qui nous dit,
simplement, ça fait rêver. Donc, c'était super. Donc, merci encore, Marie-Ève. Merci. Janine nous dit merci pour le webinaire. La Polynésie française est tellement magnifique, j'adore. Donc, on a des très bons retours. On n'a pas beaucoup de questions. Donc, je pense que c'était très clair, c'était concis. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'on est prêts tous, on est tous prêts à partir demain pour Tahiti. Là, je pense que tout le monde est d'accord. Ah oui, Luce oui. nous dit merci pour la belle présentation. C'était excellente présentation. Donc, merci à toi, Luce. Écoute, Marie-Ève, je pense qu'on a tout dit. Oui, Il n'y a plus de questions pour le moment. Donc, pour tous ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions qui vous arrivent par la suite, que vous n'avez pas pensé à poser maintenant, ça peut arriver. Donc, n'hésitez pas à contacter votre conseiller en voyage pour avoir plus de précision et plus d'informations si besoin. Et puis, écoutez, je vous dis merci encore à tous pour votre présence. Merci à toi, Marie-Ève, de nous avoir fait rêver, de nous avoir fait voyager. Et puis voilà, je vous dis au revoir, bon après-midi à tous. Et puis à la semaine prochaine pour le prochain vendredi midi voyage. Merci. merci beaucoup, Amandine. Merci à tout le monde. Bonne journée.